Ce matin, on a pas mal parlé des limites des approches quantitatives pour l'évaluation des psychothérapies. Moi, là, je vais vous présenter un paradigme alternatif qui est le paradigme du Change Research Process, donc la recherche sur les processus de changement, hein, qui a été initié par Leslie Greenberg, dont a parlé Antoine. Voilà, et qui existe quand même depuis 30 ans. Hein. Donc, d'abord, peut-être un petit récapitulatif par rapport à cette question des méthodes sur les différents temps de la recherche sur les psychothérapies. Donc, généralement, on distingue 4 périodes dans la recherche sur les psychothérapies, qu'on a pu nommer la première période légitimation des psychothérapies, ensuite évaluation des psychothérapies pour la deuxième génération, prescription d'une psychothérapie adaptée à un patient pour la troisième génération. Et enfin, aujourd'hui, on parle de l'exploration des processus de changement. Donc, la première génération, eh bien, il s'agit de savoir si une psychothérapie est ou non efficace dans la production du changement, sans se soucier du type d'intervention du thérapeute et de la nature du problème dont souffre le patient. C'est en fait la recherche d'Eysenck qui est représentative de cette période, où Eysenck avait étudié les résultats de 24 rapports de psychothérapie psychoanalytique et éclectique avec plus de 7000 patients névrosés. Et finalement, il trouvait, donc il avait comparé ça avec des groupes contrôle et il trouvait des meilleurs résultats dans les groupes contrôle. Donc en fait, si vous voulez aller bien, il ne faut surtout pas faire de psychothérapie. Voilà, c'est évidemment une recherche qui avait fait couler beaucoup d'encre, qui présentait des biais et qui était aussi dans la démarche d'Eysenck une volonté de mettre en avant les TCC qu'il a développés par la suite. Ensuite, donc, il y a une deuxième génération où on a été un peu plus rigoureux, parce que ce qu'on observait dans les recherches précédentes, c'est que ces patients névrosés, finalement, dans les groupes contrôle, ils étaient un petit peu névrosés, mais dans les recherches à partir des psychothérapies réelles, eh bien, c'était des patients qui avaient des troubles bien plus importants. Donc, ça ne fait pas sens de comparer un schizophrène avec quelqu'un qui traverse un deuil, par exemple. Donc là, dans la deuxième période de cette histoire des recherches sur les psychothérapies, eh bien, on est beaucoup plus attentif aux troubles du patient. Et donc, il s'agit plutôt de comparer les psychothérapies. Et ce que montrent les recherches, en particulier les travaux de Luborsky, Singer et Luborsky, c'est que finalement, les thérapies sont équivalentes. D'où le titre de leur article sur le Dodo Bird verdict, Everyone has won as all must have prize, c'est-à-dire c'est une référence à Lewis Carroll dans Alice au pays des merveilles, dans la course au caco, où les oiseaux tournent en rond et à la fin, un oiseau demande qui a gagné la course et on dit tout le monde a gagné puisqu'il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Voilà, donc c'est un peu cette idée qui est reprise en guise de métaphore pour la question de l'évaluation des psychothérapies. Ensuite, il va y avoir dans la continuité de la génération précédente encore une tendance à être encore plus rigoureux, cette fois-ci en s'appuyant sur le DSM. Et donc, en plus, on va demander aux thérapeutes, parce que comme on le disait ce matin, on peut aussi être un thérapeute TCC et interpréter les dessins des enfants. Eh bien là, on va demander aux thérapeutes de faire exclusivement ce qui est dans le manuel. Voilà. Bon, évidemment, ça fait bondir les cliniciens parce que ce type de recherche, ça ne correspond pas du tout à notre manière de travailler avec les patients, puisque tout le boulot d'un thérapeute, c'est quand même de s'ajuster aux patients et non pas de suivre un manuel. Donc, cette génération des études contrôlées va être controversée et on va voir apparaître un paradigme alternatif, qui est ce paradigme dont je vais vous parler, qui met l'accent sur l'identification des processus de changement chez les patients et l'analyse des actions du thérapeute qui amènent ces changements. Donc, un article déterminant dans ce changement de paradigme, c'est l'article de Marvin Goldfried et Barry Wolf
qui s'appelle Repairing a Strain Alliance, voilà, où ils insistent sur le fait de rechercher ce qui permet que ça fonctionne. Hein. Non, parce que finalement, on a bien compris que les psychothérapies étaient utiles, donc la question n'est plus de vérifier l'efficacité des psychothérapies, mais plutôt de s'intéresser à comment ça marche. Voilà. Et on a par exemple une recherche sur un grand nombre de... Donc c'est, je crois, Bruno Falissard qui parlait de grandes cohortes, donc sur un grand nombre de patients qui vont analyser comment ça marche à partir de différents cas. Et ensuite, on peut modéliser à partir de tous ces cas. Et du coup, c'est un peu le retour en force des études de cas. Voilà. Donc, le cahier des charges pour cette nouvelle génération de recherche sur les psychothérapies est le suivant. Cette fois-ci, plus question de mener des thérapies sur un modèle expérimental. On va se faire plutôt des études en conditions cliniques naturelles avec les patients réels des files actives en prenant en compte les variables intermédiaires intervenant dans le processus. Donc, on remet en cause ces essais contrôlés randomisés dont on a parlé ce matin, parce qu'ils présentent des limites. Ils ont mis, en fait, on voit qu'il y a un manque de validité externe inhérente à ces méthodes. Voilà, du coup, c'est plutôt, on va travailler avec d'autres types de méthodes, en particulier l'evidence-based practice, qui sont donc la pratique fondée sur les données probantes. Alors, qu'est-ce que c'est les données probantes? Ce sont des données qui procurent une confiance relative en la véracité d'une proposition qui ne peut être logiquement prouvée ni directement démontrée par l'observation empirique. Donc, ce n'est pas prouvé dans le sens scientifique, mais voilà, on considère que comme ça a fonctionné pour certains patients, on peut avoir confiance dans ce type de pratique. Voilà, donc elles vont servir de guide pour la prise de décision des cliniciens. Alors, cette pratique fondée sur les données probantes va reposer sur 3 piliers. La recherche scientifique, hein, donc bien sûr, on s'appuie sur les recherches, mais aussi l'expertise clinique du praticien et les caractéristiques du patient. Hein, c'est-à-dire qu'il y a cet ajustement avec les caractéristiques du patient voilà, qui est très importante. Donc, c'est ce paradigme, une des personnes vraiment qui a permis l'émergence de ce nouveau paradigme, c'est Leslie Greenberg, qui donc est professeur de psychologie ou était à l'université de York. Et Greenberg souligne que l'hypothèse suivante, laquelle tous les processus ont la même signification, indépendamment du contexte dans lequel ils se situent, doit être abandonnée. Un processus de recherche sensible au contexte doit être développé. Donc, il s'intéresse aussi aux actes de discours qui doivent être considérés dans le contexte des types d'épisodes dans lesquels ils se produisent, et les épisodes ont besoin d'être considérés dans le cadre du type de relation dans lesquelles ils s'expriment. En gros, ça veut dire que même si ça a marché pour un patient donné, ce n'est pas pour autant que ce sera pertinent pour un autre patient. Donc, il faut toujours s'intéresser au contexte. Cette approche donc devrait se traduire par l'utilisation d'une batterie d'instruments de processus pour mesurer les configurations de processus dans leur contexte et les relier aux résultats. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas complètement de côté les mesures, les outils. Il y a aussi des mesures qui sont faites au fur et à mesure, à différents temps de la thérapie pour évaluer les changements, hein, pour argumenter justement que telle intervention, finalement, on a eu, par exemple, une baisse de la dépression après ça. Voilà, donc vous voyez qu'il s'intéresse aux épisodes, c'est-à-dire au moment où il se passe quelque chose dans la thérapie. Alors ça, c'est tout un champ, tout un paradigme aussi qu'on a pu retrouver sous différents vocables dans la littérature, comme les critical incidents, les thérapeutiques phénoménales, les good moments, les significant events, pivotal moments. Voilà, alors on parlait justement de donner la parole aux patients.
eh bien, pour savoir quel est le moment qui a été déterminant dans la thérapie, eh bien, on va utiliser par exemple des entretiens avec les patients. Voilà, donc dans ce Change Resource Process, il y a cette idée aussi qui a été développée plus par Robert Elliott d'identifier ces moments particuliers, voilà, qu'on peut appeler avec différents vocables, à partir de ce qu'ils pourront dire. Voilà. Donc, c'est une approche qui reconnaît la complexité du processus psychothérapeutique. Elle tente d'analyser donc le développement successif moment par moment des fonctionnements de la personne dans différents états et contextes, et elle peut représenter une alternative aux études expérimentales. Donc, cette idée de moment par moment, on la retrouve aussi chez Daniel Stern, dont a parlé Yves de Rotten, qui lui, donc, identifie qu'à certains moments dans la thérapie, il faut que le thérapeute fasse quelque chose. Enfin, voilà, il y a ce qu'on vit, qui est le moment présent, et il y a des moments qui sont des moments urgents où le thérapeute doit intervenir parce qu'il se passe quelque chose qu'il faut saisir et il ne faut pas passer à côté. Et si il y a cette rencontre, en quelque sorte, si le thérapeute entend ce qui est en train de se jouer et en fait quelque chose, eh bien, il y a ce qu'il appelle un moment de rencontre. Donc, vous voyez, c'est vraiment être attentif à des petites choses qui font qu'émotionnellement, il va se passer quelque chose. Donc voilà, ce paradigme de Change Resource Process s'intéresse à ces choses-là. Donc on peut dire que le processus devient une succession de configurations dont on peut préciser certains déterminants particuliers sur lesquels l'action thérapeutique peut être centrée. Par exemple, les croyances pathogènes. Alors, moi, je travaille en thérapie familiale. Bon, ben, quand j'entends une famille où il y a beaucoup de disputes dire « nous, on est une famille soudée », bon, voilà, je réagis. Il y a quelque chose là d'intéressant. Il ne faut pas faire la sourde. Il faut peut-être « ah oui, et vous êtes soudés comment ?» Voilà. Les conflits relationnels centraux, les réactions problématiques, les cycles, voilà, d'un cycle interpersonnel négatif, enfin, des tas de choses comme ça qu'il faut relever. Relever ou pas d'ailleurs, parce que parfois, ce n'est pas le bon moment. Voilà, donc il s'agit de rechercher l'intervention la mieux appropriée pour tel type de configuration. Greenberg propose d'analyser les événements thérapeutiques de manière à comprendre les singularités cliniquement significatives des processus du contexte en mesurant donc 3 résultats. Le résultat immédiat, le résultat intermédiaire et le résultat final, en fonction de la psychothérapie. Ces différentes mesures permettraient une étude rigoureuse du changement. Greenberg suggère aussi d'utiliser et de noter les niveaux mis en lumière dans ce modèle, le contenu, l'acte de langage, l'épisode et la relation, afin de décrire le processus de changement au cours des psychothérapies. Ces recherches permettraient de décrire de façon claire non seulement les processus du patient, mais également celui du psychothérapeute, afin de mettre en exergue le sens de l'acte psychothérapique. Alors, donc, voilà, je ne vais peut-être pas trop insister, mais l'idée, c'est vraiment de catégoriser les interactions psychothérapeutiques comme un ensemble d'événements épisodiques. Ceci permettra de décrire les interactions stratégiques et singulières que mettent en jeu le patient et le thérapeute dans la résolution de la problématique du patient. L'analyse de ces interactions permettra d'isoler les processus de changement propres à chaque échange lors des psychothérapies. Pour Greenberg, l'analyse des psychothérapies basée sur ces éléments permettra de fournir des pistes sur le type d'intervention efficace à certains moments de la thérapie. Il propose également d'identifier les problématiques des patients afin d'établir un système de diagnostic de processus permettant l'organisation de la prise en charge du patient en fonction des interventions spécifiques jugées efficaces. Voilà, alors je vais vous montrer un exemple pour concrétiser un petit peu tout ça. Qui est un exemple de recherche que j'ai menée avec des familles affectées par les nouvelles technologies, enfin par l'utilisation un peu trop intensive des écrans, des ordinateurs, des portables, dans un contexte de thérapie familiale centré sur la régulation émotionnelle. Donc, j'ai travaillé à partir de 5 familles. Donc, pour travailler moment par moment, ben, c'est incontournable, il faut la vidéo. Et donc la vidéo et puis retranscrire. Alors, il ne faut pas forcément tout retranscrire. Là, en l'occurrence, j'avais 49 séances, c'est infaisable. Enfin, pour moi toute seule.
mais retranscrire les moments justement où il se joue quelque chose. Et ça, la famille nous donne un feedback. Enfin, voilà, je peux aussi interroger la famille sur qu'est-ce qui fait que, voilà, qu'est-ce qui fait que ça va mieux, qu'est-ce qui a été utile dans la thérapie. Alors, ça peut être par le thérapeute dans le contexte de la thérapie, mais ça peut être aussi un chercheur à part qui va mener ces entretiens. Voilà, donc à partir du moment où on a donc ces entretiens, j'ai mené une analyse de contenu conventionnel, c'est-à-dire j'ai recherché les différents thèmes. Donc alors pour la famille, je ne vais pas m'étendre, mais c'est des thérapies en contexte naturel. Donc c'est-à-dire qu'il y a des thérapies longues et puis il y a des thérapies où finalement ils viennent pour un problème, ils sont rassurés, et au bout de 2 séances ils ne reviennent plus parce que il y a quelque chose qui s'est renoué au niveau relationnel et voilà, il nous convient que c'est plus utile qu'ils reviennent. Voilà, donc le nombre de séances est très différent. Alors, ce qui est ressorti de l'analyse des entretiens, au départ, il y a deux thématiques. Il y a bien sûr, comme dit Greenberg, qu'est-ce qui fait le problème? L'exploration du problème. Et ensuite, qu'est-ce que fait le thérapeute? Donc, moi, j'ai réuni tout ça en une seule catégorie, puisque qu'est-ce qui fait le problème? En fait, c'est le thérapeute qui pose des questions pour explorer le problème. Donc, quelque part, le thérapeute co-construit le problème aussi. Donc, voilà, je trouvais ça plus pertinent de travailler. Ça fait partie aussi, finalement, des interventions du thérapeute. Donc voilà, il y a 12 catégories qui ressortent de cette recherche. Et j'ai qualifié les interventions du thérapeute en termes de questions. Est-ce que c'est des questions linéaires, c'est-à-dire simplement une question linéaire, c'est une question qui prend en compte la vie d'une personne sans prendre en compte les interactions, ou à des questions circulaires où là, on va prendre en compte les interactions, ou des interventions stratégiques où il ne s'agit pas d'explorer, mais c'est plutôt pour amener la famille à bouger, ou des questions réflexives où c'est plutôt pour l'amener à mentaliser ce qui se passe chez eux. Voilà, donc je ne vais pas m'étendre plus. Juste ensuite, sur ces 12 catégories, il y a des sous-catégories. Par exemple, pour l'exploration du problème, eh bien, le temps d'activité avec les écrans, ils vont mettre en avant que c'est une activité chronophage, donc forcément, il n'y a plus de temps pour autre chose. Il y a une réduction du temps passé avec la famille, un impact sur la qualité du temps avec la famille, un impact sur les études et les devoirs pour les enfants, un impact sur l'intimité du couple, un impact sur le budget familial, hein, puisqu'il y avait entre autres des gens qui jouaient en ligne, et une perméabilité des frontières entre le travail et la famille. Voilà, je ne vais pas tout décliner, hein, mais l'idée, voilà, c'est de reprendre ça. Et donc, pour vous présenter bien ce paradigme, on va s'appuyer beaucoup sur les verbatims. Vous voyez, donc, par rapport à une approche quantitative, au lieu d'avoir des chiffres, eh bien, on aura des verbatims, hein, dans la présentation des différentes catégories pour montrer comment la catégorie s'est construite et comment chaque patient, en quelque sorte, comment ça va se singulariser pour chaque patient pour telle catégorie. Donc là, dans le cadre de la recherche, les résultats montrent la pertinence du modèle centré sur la régulation émotionnelle. On voit que 2 pistes de recherche nouvelles peuvent être envisagées, l'utilisation problématique d'Internet comme stratégie d'autorégulation inadaptée et l'élaboration d'une perte antérieure pour la personne qui est demandeuse pour la thérapie. En fait, donc voilà, moi j'ai utilisé une approche comme ça avec une analyse thématique, mais on pourrait imaginer, donc je n'ai pas fait d'études de cas, on pourrait imaginer un autre type, dans ce Change Research Process, un autre type de méthodologie, hein, par exemple des études de cas intensives qui consistent à utiliser des mesures régulièrement pendant la thérapie pour évaluer les changements, ou
ou des études de cas herméneutiques, hein, où on va plutôt interroger les patients pour voir quel est leur vécu. Voilà, donc y a, du coup ce changement de paradigme et ce changement de méthode pose la question de la formulation du cas, qui est aussi quelque chose qui n'est pas évident, hein, et la manière dont on va formuler le cas est en fait aussi la force invisible qui guide la psychothérapie. Sans une formulation solide, le traitement risque d'être mal ciblé et de ne présenter que des avantages limités. Le développement d'une formulation de cas et son utilisation pour guider le traitement est une compétence donc nécessaire à tous les psychothérapeutes, hein, puisque finalement, quand on travaille, on est obligé de penser le cas. Enfin, on est obligé, en tout cas, il vaut mieux, quelle que soit leur orientation théorique ou leur style de psychothérapie. Voilà, donc on retrouve les principes de l'evidence-based medicine, hein, voilà, que je vous ai déjà mentionné. Et en conclusion, bon, ben, bien sûr, on ne peut pas généraliser ces différentes études de cas ou ces recherches qui s'appuient sur un petit nombre de thérapies. Mais, eh bien, il y a, comme l'avait dit Bruno Falissard, on peut aussi se regrouper en réseau. Et c'est ce qui se développe bon, un peu difficilement en France, puisqu'il y a eu le modèle de Jean-Michel Turin, auquel avait participé d'ailleurs Bruno Falissard, de réseau de recherche fondé sur les pratiques psychothérapiques. Et puis, ben, il y a aussi un autre réseau, qui est le réseau Cyprène, dont va vous parler Grégoire, où là, on a eu quand même beaucoup plus de sujets, hein, et qui permettent donc de vraiment modéliser des processus de changement de manière plus rigoureuse à partir d'un très grand nombre voilà, de cas. Voilà. Non, donc je sais pas. Y a-t-il des questions? Oui. Alors, je vais répéter pour les gens qui sont en visio. Est-ce que la formulation du cas, redites-moi, est-ce que la formulation du cas ne peut pas aussi expliquer pourquoi la supervision est importante dans la... Oui, parce que le superviseur, avec ses questions, va guider le thérapeute à penser le cas. Hein, c'est ça que vous voulez dire? Ouais. Oui, oui, oui. Bah, après, vous voyez là, par exemple, la manière dont j'ai construit la recherche, j'ai l'hypothèse que cette utilisation des nouvelles technologies, c'est aussi une façon de réguler les émotions. Enfin, je ne suis pas rentrée dans le détail, vous lirez l'article, parce que je voulais surtout insister sur l'évolution des méthodes. Hein. Euh, mais du coup, ça, c'est mon hypothèse. Et ça guide ma recherche. Hein. On a aussi des études de cas qu'on appelle orientées vers une théorie. C'est-à-dire, finalement, on construit l'étude de cas pour valider une théorie. Et il y a toujours un peu ça. Hein. D'autres questions? Quelqu'un demande où est-ce qu'on trouve la recherche. C'est dans un article dans Frontiers in Sociology. Ah, bah parce qu'ils sont venus me chercher.
Non, ils voulaient faire un dossier sur les familles contemporaines, la prise en charge des familles contemporaines, et ils sont venus me chercher, voilà. Donc, je me suis exécutée. Bah, il y a la dimension famille contemporaine. Si, puis il y a la question des, si, il y a la question des mutations psychosociétales, voilà, qui font que les nouvelles technologies s'installent à notre table, voilà, même le dimanche. Et oui, mm, tout à fait. Alors parfois même avant la fin, voilà, quand ça va mieux, on peut parler de ce qui s'est joué dans la thérapie qui fait que ça va mieux, et c'est précieux parce que du coup, euh, par exemple, il y avait une famille, donc les fils jouaient aux jeux vidéo, la mère se sentait abandonnée. Donc elle en voulait à ses fils. Et elle avait besoin qu'on parle beaucoup, mais elle avait des fils qui étaient plutôt, enfin, qui n'étaient pas très loquaces. Mais elle le vivait comme un rejet de sa personne. Et donc, on avait travaillé sur le fait qu'ils étaient différents et de l'aider à accepter cette altérité. Et elle m'a dit ça lui avait été utile de comprendre que finalement, c'est pas que ses fils l'aimaient pas. Bon, après, elle avait aussi une histoire dans sa famille où la question de la perte était importante. Elle s'était sentie aussi différente, rejetée. Enfin, on a travaillé là-dessus. Et en fait, elle disait que ça avait été précieux et ça avait permis de renouer des liens, de reprendre confiance dans la relation avec ses fils. Hein. Donc, ses fils qui avaient 28 ans, qui n'étaient pas plus petits. Donc, régulièrement, quand ça revenait, parce qu'évidemment, chasser le naturel, il revient au galop, donc régulièrement, elle pouvait encore peut-être un petit peu se sentir abandonnée, eh bien, j'en remettais une couche, puisque je savais que ça faisait écho. En fait, c'est un peu comme si il y a les blessures du passé qui réapparaissent dans la relation, mais il y a aussi les réparations. Hein, et donc, je fais réapparaître les réparations en, en, en réponse aux blessures. Du coup, enfin, on arrive à comprendre du coup avec nos patients ce qui finalement le mythe, ce qui a permis aussi comment dire de les aider à dépasser leurs difficultés, leurs traumatismes, leurs schémas relationnels. Oui, oui, tout à fait. Enfin, moi, je trouve que c'est ça qui est le plus précieux. Hein. Après, nos élucubrations, enfin, tout ce qu'on peut construire, c'est quand même, voilà, c'est nos trucs à nous. Hein. Voilà, bon, voilà. Ah, une question de Katie. Oui. Il a été question à un moment des personnes qui demandent la thérapie et je m'interrogeais sur la question du changement. Est-ce que ça intervenait à cet endroit-là aussi? C'est-à-dire est-ce qu'il y a une différence déjà en fonction de qui demande? Est-ce que j'imagine que c'est souvent les parents, mais je n'en sais rien. Et est-ce que le changement intervient aussi dans peut-être une reformulation de la demande ou une nouvelle compréhension en fait du problème qui était posé Tout au à départ fait. et si c'est évalué et comment? Oui. Bah, en systémie, c'est un peu l'idée, puisque il demande par rapport à un symptôme, mais avec l'idée, changez-le, mais ne nous changez pas. Donc, on fait évoluer la demande justement par rapport à la question de l'organisation familiale, de la manière de fonctionner les uns avec les autres. Voilà. Donc oui, on fait évoluer la demande. Hein.